Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Conséquences en cascade dans le scandale Volkswagen après la divulgation de l'immense fraude pour contourner les contrôles de pollution. Le constructeur allemand se retrouve dans l'œil du cyclone. Chute du cours en bourse, mea culpa du patron, enquête pénale aux États-Unis et suspicion sur l'ensemble du secteur automobile. L'empire tremble, va-t-il tomber? Analyse à suivre. Les Européens s'accordent sur la répartition de 120 000 réfugiés après plusieurs échecs ces dernières semaines. Un accord, à minima, a finalement été obtenu lors de la réunion des ministres de l'Intérieur. Et maintenant, au-delà de ce chiffre, quelle vision et quelle solution de long terme face aux défis des réfugiés et des migrants? Le sursaut ou le chaos pour une Europe toujours aussi divisée? C'est le débat du 22h. Les sages ont tranché. Le Conseil constitutionnel confirme l'interdiction d'Uber Pop, ce service, vous le savez, qui mettait en relation des particuliers s'improvisant taxi, avait provoqué la colère des chauffeurs professionnels. La plus haute juridiction française a donc donné tort aux géants américains. Cette société affirme vouloir étudier tous les recours juridiques possibles. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Je suis infiniment désolé, c'est le mea culpa du PDG de Volkswagen après la divulgation du scandale des diesels trafiqués. Le patron devrait être remplacé dans les prochains jours. En France, en Allemagne et en Italie, des enquêtes sont lancées sur les pratiques du groupe allemand. Les faits avec Cécile Sixou et Sophie Normand-Couturier. C'est un PDG en sursis. Ce soir, les membres les plus importants du conseil de surveillance de Volkswagen se seraient réunis en urgence. Ont-ils évoqué son éviction? Pour certains, elle ne fait plus aucun doute, malgré des excuses diffusées dans l'après-midi. Je suis infiniment désolé que nous ayons perdu la confiance. Je m'excuse profondément auprès de nos clients, des autorités et de l'opinion publique dans son ensemble pour cette faute. 11 millions de véhicules diesel Volkswagen ont été équipés d'un logiciel de trucage permettant de fausser les résultats des tests anti-pollution. Une tricherie, un mensonge qui abîme l'image d'une marque prestigieuse mais qui plonge aussi l'entreprise dans la crise. L'action Volkswagen a perdu près de 35% en 2 jours, entraînant les bourses européennes vers le bas en fin de journée. Un scandale d'une ampleur inédite. Un peu partout dans le monde, des enquêtes ont été ouvertes aux États-Unis, en Corée du Sud, en Allemagne et en Italie, mais aussi en France. Ségolène Royal lance une enquête approfondie et demande aux constructeurs français des précisions sur leur méthode. Ce matin, c'est Michel Sapin qui a réclamé une enquête au niveau européen. Il faut le faire au niveau européen. Nous sommes sur un marché européen avec des règles européennes. C'est celles-ci qui doivent être respectées, c'est celles-ci qui ont été violées aux États-Unis. Du côté de la Commission, on préfère pourtant attendre les résultats des études en cours. Dans la journée, les constructeurs français, pour rassurer les consommateurs, ont plaidé pour la mise en place de tests anti-pollution plus stricts. Immense scandale, donc, conséquences enchaînent. On analyse cette affaire avec notre chroniqueur Jean-Louis Gombault. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors, chute de l'action de 30% en 48 heures, baisse de 20 milliards de la capitalisation, amende de 18 milliards en préparation. L'empire Volkswagen, Jean-Louis vacille sérieusement, mais au point de chuter. Alors, il faut partir des informations dont on dispose aujourd'hui. Hier, on nous parlait de 420 000 automobiles truquées, c'est-à-dire en gros les ventes annuelles de Volkswagen aux États-Unis. Et ce matin, on nous parle de 11 millions de voitures truquées, soit la totalité des ventes annuelles dans le monde de Volkswagen. Résultat, la défiance évidemment sur l'entreprise s'est répandue comme traînée de poudre dans le monde entier, puisque les actions automobiles ont baissé à peu près partout. Et à partir de là, surtout en Allemagne, parce que la capitalisation boursière de Volkswagen, c'est 15% de la capitalisation de toute la bourse. Donc il suffit qu'elle baisse fortement pour que l'ensemble du DAX, évidemment, soit sensibilisé. Par ailleurs, Volkswagen, c'est 600 000 emplois. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que l'empire Volkswagen est fragilisé? Certainement, mais est-ce que c'est la fin? Cela m'étonnerait, parce que regardez ce qui s'est déjà passé. Quand, par exemple, General Motors ou Toyota ont dû rappeler des millions et des millions d'automobiles, est-ce qu'au bout du compte, les ventes de Toyota et de General Motors ont subi? On parle de 18 milliards, pour l'instant, de dollars d'amende pénale qui seraient facturées à Volkswagen pour sa tricherie. Mais les banques ont déjà payé 50 milliards de dollars parce qu'elles aussi avaient triché et pour autant, elles ne se portent pas si mal que ça. Ce sont de tels mastodontes qu'elles peuvent affronter une émotion peut-être
temporaire de l'opinion publique, car pour l'instant, de quoi s'agit-il? D'une tricherie. Il n'y a pas eu de mort, comme il y a eu dans le cas de Toyota et General Motors. Donc, si les informations en restent là, on peut penser que Volkswagen saura prendre le virage. Et l'autre question, c'est de savoir ce qui se cache, Jean-Louis, derrière ce scandale. Est-ce qu'il y a d'autres tricheurs? Alors, évidemment, je pense que c'est la véritable question. Il faut partir de deux éléments. D'abord, tous les constructeurs connaissent les procédures d'homologation de leur automobile et c'est les mêmes pour tous les constructeurs européens. Et c'est normal parce qu'un va dire, attendez, lui il a cette procédure, moi j'ai cette procédure, je suis désavantagé par rapport à l'autre. Deuxièmement, tous les constructeurs fouillent dans le moteur de tous les constructeurs et on ne comprendrait pas que ce soit pas impossible qu'ils n'aient pas vu cette tricherie de Volkswagen. Et pourquoi n'ont-ils rien dit alors? Parce qu'ils auraient pu le dénoncer. Alors on peut se dire, mais peut-être parce qu'effectivement, eux aussi, alors à ce moment-là, le scandale, évidemment, prendrait une dimension absolument considérable. Et donc à partir de là, c'est l'ensemble du secteur automobile qui serait perturbé. Mais peut-on pour autant penser que l'industrie automobile mondiale puisse être véritablement fragilisée par une affaire de ce genre? En réalité, je pense que peut dire qu'au total, la morale de cette histoire, c'est en gros take care, quoi. Exactement, c'est take care, faites attention. Regardez sur l'essence, vous prenez votre automobile, vous achetez, on vous donne consommation d'essence. En réalité, on sait bien qu'il faut ajouter 2 litres, qu'il y a 20 là aussi, il y a une tricherie. Donc la tricherie, elle est pratiquement partout et ça continue comme avant. Merci beaucoup, Jean-Louis Gombault, pour votre analyse. On reparlera de ce sujet avec nos invités dans quelques instants. Mais d'abord, dans l'actualité en France, la venue d'Emmanuel Macron au séminaire des députés socialistes. Après ses déclarations sur le statut des fonctionnaires, le ministre de l'économie a été accueilli plutôt fraîchement. On voit tout cela avec Louis Sibyl et Paul Bouffard. Des propos qui ne passent toujours pas. Les députés ont réservé un accueil pour le moins mitigé à Emmanuel Macron. Il y a quelques jours, le ministre de l'économie avait remis en cause le statut des fonctionnaires, de quoi soulever un tollé pour une partie de la gauche. Pour ce frondeur, il doit quitter le gouvernement. Quand on lui dit, nous on a des électeurs ou des concitoyens qui ne pensent pas exactement de cette manière, il y a une gauche qui ne se retrouve pas dans un certain nombre de propos, il écoute poliment, mais ce n'est pas ça qui le fera changer d'avis parce qu'il procède d'une forme de certitude qu'on connaît bien en France qui est celle d'une certaine élite. Signe d'une fracture persistante au sein des socialistes, seule la moitié des parlementaires étaient présents au séminaire de rentrée de ce matin. À la sortie, Emmanuel Macron fait néanmoins bonne figure. C'était un très bon moment d'échange, de pédagogie pour redonner du sens à notre action collective. À 20 mois de la présidentielle, c'est un cordon sanitaire qui s'organise autour du gouvernement. Didier Guillaume est de ceux pour qui la solidarité avec l'exécutif doit primer. Ceux qui sont appelés les frondeurs, aujourd'hui sont trop râleurs, sont plus frondeurs que râleurs. Et moi j'appelle à la responsabilité collective. Au moment où tous nos amis, tous les socialistes sont en campagne pour les élections régionales, il n'est pas l'heure de se regarder le nombril, mais de parler aux Français. Pendant la réunion qui s'est déroulée à huis clos, Manuel Valls a recadré son ministre, mais aussi les frondeurs. Une façon pour le Premier ministre de rappeler son rang de chef de la majorité. La suite du 22h, dans un instant, c'est le grand débat du mardi. Nos invités réagiront aux 2 grandes actualités ce soir. Le scandale Volkswagen et ses conséquences enchaînent. Et puis, l'Europe et les réfugiés. Un accord pour la répartition de 120 000 d'entre eux a été trouvé. Et après, quelle vision, quelle solution de long terme? On en parle juste après le tour de l'info. En France et dans le monde, il est préparé ce soir par Nathalie Guilloire. Le Conseil constitutionnel a confirmé l'interdiction en France du service controversé Uber Pop. Ce service, qui met en relation des particuliers qui s'improvisaient taxi, avait provoqué la colère des professionnels. Uber a réagi, le géant américain des véhicules de transport avec chauffeur a jugé cette décision évidemment décevante. Elle avait comparé les prières de rue de musulmans à l'occupation nazie, des déclarations qui datent de 2010. Aujourd'hui, la présidente du Front National a été renvoyée en correctionnel pour incitation à la haine raciale. L'enquête avait été classée sans suite en septembre 2011, mais l'une des associations avait saisi le doyen des juges d'instruction de Lyon et une information judiciaire avait été ouverte en janvier 2012. C'est le pari d'Anne Hidalgo, reprendre la main sur la capitale.
La maire de Paris veut fusionner la commune et le département de Paris en une seule collectivité, repenser les arrondissements et reconquérir la quasi-totalité des pouvoirs du préfet de police dans la ville. Pour parvenir à cette refondation du statut de la capitale, Anne Hidalgo compte sur l'examen d'un projet de loi au Parlement début 2016. Le pape officie aujourd'hui sa dernière messe à Cuba. Il met fin à sa visite de 72 heures sur l'île communiste avant de partir vers les États-Unis, une visite historique. Le pape y posera le pied pour la première fois de sa vie. À la sortie de l'avion, il sera accueilli par le président Barack Obama et son épouse. L'armée burkinabèse entre dans la capitale saluée par la foule. Ils veulent pousser le chef des putschistes à se rendre. Nous n'avons pas envie de nous battre. Bon, nous défendrons éventuellement, mais nous n'avons pas envie de verser du sang pour rester dans un pouvoir quelconque. Il ne sert à rien de verser du sang, il ne sert à rien de faire des massacres pour un pays que l'on veut servir. Au Burkina, les putschistes refusent à cette heure de se rendre et préfèrent attendre la fin de la médiation ouest-africaine, actuellement en discussion au Nigeria. Dans un communiqué publié ce soir, les forces armées loyalistes annoncent avoir les moyens d'attaquer les putschistes. Après des semaines d'échecs, un accord a finalement été trouvé pour la répartition de 120 000 réfugiés. Les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne ont voté pour un plan à une large majorité. La République tchèque, la Slovaquie, la Roumanie et la Hongrie ont voté contre, sans surprise. Mais au-delà de cet accord ce soir, quelle est la vision de l'Europe sur ce défi majeur, alors que l'on sait que l'afflux de réfugiés et de migrants ne va pas cesser? On en parle avec nos invités ce soir. Yannick Jadot, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes député européen Europe Écologie Les Verts et auteur du livre Climat, la guerre de l'ombre. Avec nous également Raquel Garrido, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, cofondatrice du Parti de gauche. Merci de nous accompagner. Jean Bizet, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sénateur Les Républicains, président de la Commission des Affaires européennes. Et Yves Bertoncini, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'Institut de recherche, Institut dénommé Jacques Delors. Alors, messieurs, madame, d'abord, ce n'est plus une affaire, ni un scandale, mais une bombe à fragmentation, Yannick Jadot, avec des conséquences en cascade dans le monde. De quoi, selon vous, la fraude de Volkswagen est-elle le symptôme aujourd'hui ? Le symptôme d'un grand mensonge des industriels de l'automobile vis-à-vis des automobilistes, vis-à-vis des consommateurs, vis-à-vis des opinions publiques, parce que Volkswagen s'est fait prendre la main dans le sac, puisqu'il a carrément triché, a voulu contourner complètement les systèmes de test aux États-Unis, mais en même temps, au niveau européen, par exemple, vous savez qu'une Renault, par exemple, émet 30% de plus dans la réalité que ce qui nous est donné dans la publicité, ce qui nous est vendu. Oui, c'est une publicité mensongère, c'est pas une fraude. Non, mais à partir du moment où vous mettez en place, entre les constructeurs et les États, vous mettez en place des systèmes de tests qui ne correspondent à rien, en rien, à ce qui est la réalité des tests sur une route avec une voiture normale que vous utilisez normalement, c'est un mensonge organisé. Et donc, au fond, on est dans des systèmes où, malgré le discours des constructeurs automobiles sur la pollution de l'air, sur l'environnement, sur la prise en compte de l'intérêt général, ils contournent cet élément essentiel de notre qualité de vie, et il va falloir sacrément qu'on remette ça à l'endroit. Alors comment, Raquel Garrido? Il y a des enquêtes qui sont lancées en France, en Italie, en Allemagne, après l'enquête pénale qui est lancée aux États-Unis. Il y a une question qui s'impose ce soir. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'arbre Volkswagen? Est-ce qu'il y a des tricheries en série, en masse peut-être? Peut-être, sans doute. Je pense surtout qu'il y a une confirmation de cette idée que dès lors qu'il y a de l'argent à faire, les règles écologiques sont piétinées. Il y a une confrontation brutale entre le principe capitaliste d'accumulation des richesses d'une part et d'autre part la préservation de la planète. Vous savez que pour arriver à atteindre l'objectif de contenir à 2 degrés le réchauffement climatique d'ici à 2100, il faudrait maintenir dans le sol des millions de gigatonnes d'hydrocarbures. Or ça a des valorisations boursières faramineuses. Donc il y a un combat nécessairement anticapitaliste quand on est écologiste. Nécessairement, le fait de préserver notre écosystème, le seul qui permette la vie humaine, va devoir impliquer que certains... Oui, parce qu'il va falloir que certains comprennent que la richesse qu'ils génèrent, les richesses qu'ils génèrent sont illégitimes parce qu'elles mettent tous les êtres humains en danger. Là, Volkswagen, c'est la pointe, à mon avis,
voilà, submergé visible de l'iceberg. Jean Bizet, peut-être sans parler de combat, est-ce qu'il y a une tolérance, selon vous, vis-à-vis de ces poids lourds mondiaux? Je sais qu'au Sénat, une commission d'enquête a travaillé cette année sur le coût de la pollution de l'air, estimé à 101 milliards d'euros. Elle avait notamment auditionné des cadres de Renault et de PSA. Et la commission d'enquête avait souligné des contrôles qui ne sont pas indépendants, des conflits d'intérêts. Est-ce qu'il y a une certaine tolérance? Je vous renvoie, si vous voulez, au rapport qu'ont rendu nos collègues en la matière. Mais c'est vrai qu'il faut, sans vouloir être provocateur, quand on sait l'excellence, entre guillemets, de l'industrie automobile allemande, c'est du gâchis. C'est du gâchis de s'être, je dirais, engagé dans cette tromperie. Donc il faut attendre, parce qu'on est sous le coup, entre guillemets, de l'émotion. C'est assez classique. Même si le patron dans notre pays. Culpa, donc ce n'est mais c'est dommage. Oui. C'est dommage d'en arriver là quand on sait, encore une fois, l'excellence de l'économie automobile allemande. Ceci étant, je crois qu'il n'y a pas de complaisance à avoir avec des gens qui trichent, que ce soit dans ce domaine-là comme dans d'autres, si vous voulez. Et puis, il est bien évident que c'est vrai que tout le monde, nous devons participer, y compris la filière automobile, à cet essai de réduction, je dirais, d'émissions de CO2. L'habitat y parvient au travers de l'évolution. Oui, voilà, pour les mots, les paroles. Non, tout doucement, l'habitat y parvient, l'agriculture y parvient. Il faut voir également qu'un certain nombre de domaines d'activité, je dirais, s'y sont engagés. C'est dommage qu'une des grandes marques automobiles mondiales, je dirais, se fourvoie dans cette affaire. Je vais vous laisser Juste le secteur des transports est le seul secteur économique dont les émissions continuent à augmenter. Dans tous les autres secteurs économiques, il y a des efforts, il y a des transformations. Là, on est quand même dans le toujours plus, et notamment toujours plus de pollution. On le voit sur la qualité de l'air comme sur la question du climat. Rappelons quand même que c'est une surmortalité de 40 000 personnes en France par année due aux particules fines. Alors, on n'a pas encore entendu le mot, Yves Bertoncini, d'Europe, parce qu'on attend, là encore, de l'Europe une réponse rapide, sans ambiguïté. Là encore, il faut que l'Europe bouge. Oui, l'Europe a déjà bougé. L'Europe, c'est des normes dont on se gausse très souvent, des normes, mais qui sont des normes très protectrices. En matière environnementale, il y a eu des normes sur les pots catalytiques en Europe depuis longtemps. Elle a été pionnière, l'Europe, sur ces sujets-là. Si des normes ont été transgressées, bafouées, les sanctions seront sévères. Elles seront d'abord les sanctions des clients, je pense. Elles seront méritées. Et puis les sanctions politiques. Vraiment, sanctions des clients, vous y croyez? Il y a les précédents General Motors et autres, ils se sont relevés et même ils se portent, j'allais même dire mieux, peut-être. Alors, les clients sont schizophrènes. Si nous sommes citoyens, si nous sommes humains, si nous sommes parents, on se rend compte, quand on regarde notre automobile, qu'on est face à un problème de santé publique. Et qui est un problème de santé publique planétaire. Ce qu'il y a derrière tout ça, c'est le changement climatique aussi. Donc l'Europe, je le redis, sur l'automobile est plutôt exemplaire, en pointe. Donc c'est d'autant plus dommage qu'un constructeur emblématique européen, fût-il allemand, faute à ce point-là. Et je signale aussi que l'Europe, qui a défini une position commune pour la COP 21 qui aura lieu en fin d'année à Paris, est aussi relativement volontariste. Et c'est un bon sujet d'ailleurs pour illustrer la façon dont l'Europe peut être utile quand elle s'unit, parce que pour le coup, le changement climatique global, aucun pays ne pourra essayer de le ralentir seul. Et demain, après-demain, Yannick Jadot, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce qu'on peut dire, c'est une faute, comme l'a dit Yves Bertoncini, il y a un coup sur les doigts et ça repart? La force du système américain, c'est que s'ils ont effectivement triché, Volkswagen va prendre cher. Ça va être extrêmement dur pour le groupe Volkswagen. Ce qu'il faut au niveau européen, c'est mettre en place à la fois des systèmes d'évaluation qui soient totalement indépendants, ça manque, des systèmes d'évaluation qui correspondent non pas à des tests de laboratoire trafiqués, mais au système réel. Et puis, pour avoir vécu ces négociations, notamment sur le niveau d'émission des véhicules à l'échelle européenne, il va falloir aussi qu'on bouscule un peu plus ces groupes automobiles, parce qu'au fond, globalement, ils obtiennent toujours satisfaction. La réglementation c'était beaucoup plus fort il y a quelques années, mais aujourd'hui, peut-être du fait de la crise économique, ils utilisent un chantage à l'emploi qui est totalement déconnecté de la question de l'innovation technologique, de l'évolution de nos modes de transport, mais ils instrumentalisent ça pour ne pas bouger, alors qu'au fond, les innovations, ils les ont souvent déjà en magasin. Je veux dire, il y a toute une partie des équipementiers automobiles qui disent on pourrait avoir des voitures qui consomment 30-40% de moins, ça fait quand même 600-700 € par ménage et par an, mais au fond, les groupes automobiles, ils disent mais si j'ai pas de réglementation, moi je préfère mettre une télé
sur les sièges arrière que de mettre une technologie qui permet de consommer moins. C'est les grands méchants constructeurs. Non, c'est les constructeurs qui disent si j'ai pas une réglementation qui me contraint, je ne le fais pas. Ce qui est dommage, c'est que les politiques n'assument pas leur responsabilité de les contraindre un peu plus. Et vous en faites partie des politiques. Et oui, mais croyez-moi que le groupe des Verts, on essaye de les faire bouger. Ça, on ne peut pas nous reprocher ça. Il y a peut-être aussi une influence, il faut quand même le dire, des lobbies qui, au niveau du Parlement européen et des instances européennes, ont un poids beaucoup trop important. Aujourd'hui, si on interdisait peut-être le lobby automobile d'être aussi présent auprès des parlementaires européens, on aurait peut-être d'autres Et des parlementaires règles. français, Jean Bizet. Est-ce que c'est le cas ici aussi au Sénat Écoutez, et à moi l'Assemblée? je voudrais quand même malgré tout prendre un peu de recul. On est encore sous le coup de l'émotion et je sais qu'en France, on aime beaucoup légiférer. C'est toujours le problème du lundi matin quand l'ensemble des parlementaires revenant de nos circonscriptions respectives, on est sous le coup de telle ou telle, je dirais, information. Moi, je suis surpris, excessivement surpris, parce que c'est une marque emblématique qui a toujours montré et démontré qu'en matière de recherche et développement, elle avait su toujours être en avance. Donc, attendons, faisons confiance, si vous voulez, aux expertises, du patron, aux expertises qui vont être menées. Et je suis persuadé, enfin, moi, ça a toujours été mon analyse dans ce domaine-là, comme dans beaucoup d'autres, que la recherche et le développement pourra permettre, justement, d'avoir des véhicules plus conformes. Ce que ça dit quand même, c'est que là, il faut arrêter avec le diesel. C'est qu'au fond, là où Volkswagen est pris au piège, c'est sur l'idée que le diesel ne serait pas polluant. C'était toute sa communication aux États-Unis. Et en fait, ils ont eu besoin de mettre un logiciel pour tricher, pour faire croire que ce n'était pas polluant. Je veux dire, on a eu, moi je me souviens des discours du patron de Peugeot venant nous expliquer aussi que l'air qui sortait d'une automobile diesel Peugeot était plus propre que l'air qui rentrait. Heureusement, non, mais là, ils ont été attaqués. C'est de la caricature. Mais non, mais je ne dis pas que ça n'a pas on a un existé. problème. Mais on si a vous voulez, un problème sur les microparticules et tout ça. On a un problème de compétitivité de l'automobile française du fait du diesel, on a un problème de dépenses fiscales, on a un problème d'importation. Il va falloir quand même sérieusement qu'on pousse nos groupes. Il y a eu des orientations qui ont été prises au niveau national pour précisément motoriser l'ensemble de nos véhicules avec du diesel. Bon, c'est vrai que maintenant, la filière essence a fait d'énormes progrès en termes, je dirais, de consommation. Et on voit bien le nombre de voitures diesel diminuer. C'est une bonne chose. Ça, c'est un fait. C'est vrai que la qualité les chiffres sont pour aller de temps en temps aux juste États-Unis. Sur le diesel en automobile, c'est 16 000 morts prématurés par an, juste le diesel. Je me méfie des statistiques et des l'OMS sur les particules fines, c'est 40 000. Oui, mais enfin, le tout, je m'en méfie. On vit dans une. Il ne faut pas se méfier de l'OMS. Non, mais on vit dans une société d'inquiétude et ceci participe au mal-être de l'ensemble, je dirais, de nos concitoyens. Alors, des progrès, il y en a et il devra y en avoir encore à faire. Ceci étant, j'attends véritablement les analyses vraiment techniques poussées sur ce point. Si effectivement Volkswagen a fauté à ce niveau, je suis déçu et il faudra qu'il soit sanctionné au-delà du discrédit de l'opinion publique. Dernier mot pour dire que on a sur le diesel par exemple, souvent on culpabilise les automobilistes, les personnes qui n'ont pas d'autre choix par exemple pour aller travailler que d'avoir leur voiture, et le comportement de Volkswagen permet bien de remettre les culpabilités là où elles sont fondamentalement, c'est-à-dire chez les constructeurs et dans un système qui, parce qu'ils recherchent des profits à tout prix, y compris en détruisant la planète, amène au final, au bout de la chaîne, les particuliers à avoir un certain nombre de comportements. Je ne dis pas qu'en tant que particulier, on doit réfléchir autrement qu'en citoyen. Vous disiez, cette séparation du cerveau entre citoyens, parents, etc., ou autres, nous sommes citoyens tout le temps et nous sommes responsables à notre part aussi de la chaîne de production, mais fondamentalement, il y a un système et les législateurs, vous êtes là pour le contraindre, pas juste pour leur dresser des louanges et puis en espérant, veut pieux que ça va aller mieux. Messieurs, madame, l'autre actualité ce soir, bien sûr, je vous le disais en titre, c'est l'Europe qui arrache, c'est le mot, un accord sur la répartition de 120 000 réfugiés. Tout le monde n'est pas d'accord au sein de l'Union, loin de là. Retour sur une soirée de tension avec Mounir Soussi, on en parle juste après. Les ministres de l'Intérieur avaient une mission aujourd'hui à Bruxelles, préparer le terrain avant le sommet des chefs d'État de demain. Mission accomplie, un accord sur la répartition des 120 000 migrants sur le continent a finalement été trouvé. Une nécessité vu l'urgence de la situation. Il faut
aboutir. Et il faut aboutir avec l'humanité, c'est-à-dire la répartition des 120 000, et la fermeté et la responsabilité, c'est-à-dire tout ce que nous proposons de mettre en place de façon extrêmement résolue et ferme concernant le contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne. Pendant la réunion, deux camps se sont opposés. Des pays de l'Est comme la Slovaquie, la République tchèque et la Hongrie ont voté contre. L'idée de sanctions financières pour les récalcitrants à l'accueil ne figurait pas dans le texte étudié aujourd'hui. Nous avons un résultat. Nous avons décidé aujourd'hui, avec le Conseil des ministres européens de l'Intérieur, de répartir dans les différentes villes européennes 120 000 réfugiés vulnérables en provenance de l'Italie et de la Grèce en particulier. La crise diplomatique s'éloigne, mais sur le terrain, ce sont entre 4 et 6 000 nouveaux migrants qui se présentent aux portes de l'Europe chaque jour. Alors oui, il y a un accord ce soir. Oui, après des semaines d'échecs, un accord a été arraché, Yves Bertoncini, pour la répartition de 120 000 réfugiés et migrants qui sont actuellement, rappelons-le, massés en Italie et en Grèce. Déjà sur la décision de cette partie de l'Europe, c'est un passage en force aujourd'hui d'une Europe contre l'autre, contre l'Est. Il y a une fracture, en effet, Est-Ouest. Dans la crise de la zone euro, elle était plutôt Nord-Sud, même si l'Irlande n'est pas au Sud. Hein. Mais en tout cas, là, oui, il y a une fracture assez claire que les ministres ont entrepris de réduire au fil du temps. Il faut quand même dire que cette fracture a des fondements démocratiques. Les opinions publiques et les peuples d'Europe sont unis dans la diversité. Hein. C'est écrit dessus, si je puis dire. Face à cette crise aussi, il y a des peuples très accueillants, ouverts, l'Allemagne, la Suède. Et puis, il y a des peuples qui, pour différentes raisons, notamment en Europe centrale, je crois que le rapport à l'islam joue un rôle central, je le regrette, sont assez fermés. Alors il y a eu une explication assez vive, hein, un accouchement dans la douleur, vous l'avez dit, un accord au forceps. Donc, il laissera des traces. Oui, bien sûr, un accord au forceps. Oui. Quand des enfants naissent au forceps, bah oui, il y a des traces. L'accord, il est là, je l'ai parcouru. On voit bien d'ailleurs les traces des forceps sur cet accord. Il y aura un accord plus global demain, parce que c'est le rôle des chefs d'État et de gouvernement aussi de se hisser à la hauteur de l'événement. Les ministres de l'Intérieur, c'est comme les ministres des Comptes, ils ont un rôle très particulier. Ce qui manque, pour l'instant, c'est une vision plus globale. C'est une vision de ces demandeurs d'asile. Sont-ils des victimes? Oui, ce sont des victimes, mais dans certains pays, ils apparaissent comme des menaces. Et puis ce qui manque surtout, c'est une stratégie globale au-delà de cette répartition qui ne concerne que les pays qui sont débordés, hein, l'Italie, la Grèce, la Hongrie, même si elle n'a pas voulu faire partie de ce mécanisme à ce stade, une répartition bien sûr, mais au-delà, le contrôle des frontières, l'aide aux pays où ces réfugiés sont aujourd'hui, parce que c'est seulement une toute petite fraction des réfugiés qui vient frapper aux portes de l'Europe. On va parler de ce chiffre peut-être déjà dépassé ce soir, mais selon vous, Yannick Jadot, dans quel état se trouve l'Europe là, ce soir, à cette heure-ci, après ce vote? L'Est dit non, l'Allemagne ne pense qu'à ses intérêts, et nous? Non, on ne peut pas dire que l'Allemagne ne pense qu'à ses intérêts. Je pense qu'aujourd'hui, l'Allemagne... Elle y pense un peu quand même. Non, l'Allemagne est l'honneur de l'Europe. Faut pas, vous mobilisez pas une opinion publique comme elle s'est mobilisée ces dernières semaines, simplement parce que le patronat y voit l'intérêt de trouver de la main-d'œuvre. C'est pas comme ça que fonctionne une opinion publique. L'Allemagne... c'est important. L'Allemagne a le courage politique aujourd'hui de se mettre face à l'histoire, y compris son histoire, mais face à l'histoire de l'Europe, face à une vague de migration de réfugiés qui arrive que quelques fois par siècle, et elle est face à notre humanité. Et elle a choisi non pas de jouer comme la plupart des gouvernements européens, soit dans le camp de l'hostilité, de la peur et de la haine, dont la caricature c'est Orban et son collègue slovaque, soit dans le camp des pays un peu comme la France qui joue on ouvre mais on ferme, mais vous inquiétez pas, on va ouvrir parce qu'on a un devoir humanitaire, mais on va fermer. Donc, parce que là, si vous voulez, ce qu'est l'enjeu, c'est quand même un moment de voir comment on va gérer les flux de migrants. C'est pas simplement le chiffre de 120 000. Parce qu'on ne peut pas laisser à l'Allemagne accueillir et être la bonne fée de l'ensemble de l'Europe en termes de solidarité. La bonne fée, carrément, oui. Ah bah oui, je veux dire aujourd'hui, c'est... Précisément. Est-ce que c'est vraiment aussi blanc? Est-ce que c'est vraiment la question n'est pas de savoir si c'est blanc ou si c'est noir. La question est de savoir face à... Ça fait 3 ans que l'Europe a des millions de réfugiés à ses frontières et qu'elle se dit, tiens, je vais en prendre quelques centaines, ça va le faire. D'un seul coup, évidemment, ces réfugiés entrent, y compris parce qu'il y a la crise dans les camps de réfugiés.
il n'y a plus d'argent, tout ça. Bon, ils arrivent. Et il y a quand même un pays qui a décidé collectivement, à part l'extrême droite... Je vais faire réagir quand même tout le monde à ce point. Raquel Garrido, je n'ai pas l'impression que vous êtes d'accord sur la bonne fée allemande. Ah non, pas du tout. Pas du tout, parce que je suis pas d'accord avec cette présentation des choses qui consisterait à dire il y a l'Europe de la solidarité d'une part qui serait incarnée par Mme Merkel, et puis l'Europe des égoïsmes ou autre. En réalité, l'Europe de la solidarité n'existe pas, tout court, elle n'existe pas. Aujourd'hui, l'Union européenne, c'est une mise en concurrence sévère des peuples entre eux, des travailleurs entre eux, des économies entre elles. C'est la concurrence libre et non faussée. Et donc, il n'y a pas de solidarité. Vous n'avez pas de SMIG, par exemple, même de façon un peu différente, compensée dans les États membres. Vous n'avez pas. Vous avez l'interdiction de l'harmonisation fiscale. Vous avez une guerre de tous contre tous. Vous avez des coups d'État financiers ce qu'a fait l'Allemagne contre la Grèce. Vous avez des accords économiques qui pillent, qui empêchent le développement des pays africains. Donc l'Europe de la solidarité, non, ça c'est faux. Ce que vous avez, en revanche, c'est que cette situation de tension économique auquel l'Union européenne a habitué les Européens, elle génère aussi effectivement des extrêmes droites, l'émergence de partis d'extrême droite. Et aujourd'hui, ce que vous avez, y compris dans cet accord, c'est l'influence des positions nationales qui sont aussi sous influence de l'extrême droite dans chacun de ces pays. Malheureusement, aujourd'hui, on récolte une situation de tension extrême. Sauf en Allemagne. C'est votre avis? Mais c'est aussi le poids, vous le disiez vous-même, il y a aussi des explications, y compris historiques, à cela. Simplement, si vous voulez, moi je regrette qu'en la matière, la chancelière allemande ait, comme au lendemain de la catastrophe de Fukushima, réagi dans l'émotion et unilatéralement. Je crois que je pense qu'elle a été très sincère en lançant un appel à tous ces réfugiés. Elle a été très sincère, simplement, cet appel d'air s'est transformé en 72 heures en véritable courant d'air. Il n'y a eu aucune cohérence. On ne parle pas... J'étais à l'Assemblée générale de l'OSCE il y a quelques jours en Mongolie, juste au moment où Vladimir Poutine a lancé cet appel de création d'un fonds commun qu'il va officialiser, apparemment, le 28 septembre aux Nations Unies à Moscou. C'est pas facile de le dire. Je crois que ça fait 5 ans que la France se trompe en la matière. Je ne dis pas que c'était facile. Bon. On parle de quoi, là? Ben, tout simplement, c'est que... tout simplement, c'est qu'il faut tarir cette source, je dirais, qui, à partir de la Libye, à partir de la Syrie, amène ce flux de réfugiés. Vous êtes d'accord avec moi que Poutine est un acteur de déstabilisation de la Syrie aujourd'hui? Mais Poutine, il est ce qu'il est, simplement. Non, mais vous êtes d'accord ou pas maintenant sur les Républicains? Parce qu'on ne sait plus bien par rapport à Poutine et Bachar. À l'Europe et à l'Allemagne. Non, par rapport à Bachar, c'est quand même... Par rapport à Bachar al-Assad, qui est un dictateur, eh bien... comment dirais-je, il est important de lutter contre Daesh. Tant qu'on ne luttera pas contre Daesh Bachar. Et contre Bachar, mais soyons pragmatiques. Des gens qui sont dans les camps en Turquie, mais Monsieur Jadot, soyons pragmatiques. Évident, il y a 5 ans qu'on essaie de faire autrement, nous y avons échoué, les uns et les autres, les Américains d'abord, les Européens ensuite. Donc, essayons une autre méthode. Tant que nous ne serons pas cohérents et ne tarirons pas la source des migrants, nous serons face Jean Bizet, vous dites qu'il y a quelqu'un qui manquait à la table. Il ne pouvait pas être là ce soir. À la table, c'est difficile, si vous voulez. Il y a cela. Il y a également une autre politique. Il y a également une autre politique qui avait été lancée par un autre président de la République et qui n'a pas de couleur véritablement, c'est l'Union pour la Méditerranée, qui est le fait de développer une activité économique dans les pays du Maghreb de façon à ce que ces gens-là trouvent leur orientation professionnelle, leur avenir professionnel sur site. Monsieur Bizet, voilà ces deux erreurs. Voilà. Monsieur Bizet, Nicolas Sarkozy faisait ça avec Kadhafi, avec Bachar el-Assad qui était sur les Champs-Élysées. Vous êtes un peu provocateur. Non, c'est un peu provocateur. C'est pas vrai. Il n'a pas été essayé de convaincre Kadhafi de soutenir l'Union pour la Méditerranée et Bachar el-Assad et tous les dictateurs de la Méditerranée. Eh bien, regardez aujourd'hui. Est-ce que c'est pas ça qui crée aussi la déstabilisation? C'est pas tout à fait ça. Ce sont les guerres qui ont été menées dans cette région. C'est le fait que nous n'avons pas continué en Libye aujourd'hui, cette opération. Il faut les cesser. Et aujourd'hui, c'est ce qui provoque, si vous voulez, cet afflux de migrants. On ne pourra pas accueillir tous les migrants du Moyen-Orient. Vous êtes d'accord quand même que sur l'origine, il faut agir à la racine aussi. Je suis absolument d'accord. C'est pour ça que je veux revenir à l'Europe. On a des millions de réfugiés à nos portes. On en a beaucoup qui veulent survivre et qui rentrent. Et je conteste totalement l'appellation appel d'air. Quand les gens fuient les hurlements de leurs familles qui sont tuées par des bombardements chimiques
ou leur maison qui s'écroule, ils répondent pas à un appel d'air, ils fuient pour survivre. Eh bien, il faut peut-être éviter justement qu'il y ait encore des conflits en Libye et en Syrie. Il faut arrêter ce chaos. Vous êtes d'accord, mais Attendez, Yannick Jadot, qu'est-ce qu'on retient ce soir, Yves Bertoncini? Est-ce qu'on retient cet accord ou est-ce qu'on retient, comme l'a dit Raquel Garrido, l'Europe des murs, des frontières, des contrôles, qu'on le veuille ou pas? Le Premier ministre slovaque refuse, dit-il, le diktat de l'UE sur les quotas. Le diktat. Oui, mais derrière tout cela, il y a une crise identitaire européenne. Hein. Qui sommes-nous? Ce qu'a dit Angela Merkel, c'est nous sommes riches, nous sommes un vaste territoire. Elle parlait de l'Allemagne, mais ça vaut pour l'Europe. C'est un défi colossal, mais nous allons le relever. Il y a des pays, et c'est vrai que la France hésite sur ce qu'elle est, qui ne savent pas dire que nous sommes riches, nous sommes vastes. Les images de la crise nous renvoient des images de Lampedusa ou de Kos, c'est-à-dire des petites îles pauvres et pleines. Ces réfugiés qui viennent vers nous, ces demandeurs d'asile, dont il faut examiner la demande, bien sûr, il y en a qui n'auront pas l'asile. Ce qui est demandé, c'est la répartition dans 3 pays qui sont débordés de demandeurs d'asile. Et puis ensuite, les pays sont tout à fait souverains pour dire si oui ou non ils accordent l'asile. Si on n'est pas capable, nous, Européens, d'accueillir une petite fraction, quelques centaines de milliers de demandeurs d'asile, parce que la plupart, 80%, 90%, ils sont en Turquie, Liban, ils sont la Jordanie, Jordanie. Turquie. Si on n'est pas capable de faire ça, ça veut dire, indépendamment du fait qu'on se trompe sur l'identité de ces personnes, qui sont des victimes, pas des menaces, qui, nous disent les Allemands, sont même des opportunités pour eux. Si on n'est pas capable de ça, ça veut dire que nous traversons une profonde crise identitaire qui va au-delà de la fracture Est-Ouest que j'évoquais juste avant. Qui est à front renversé, maintenant, cette fracture par rapport à l'histoire. Absolument, même s'il faut bien observer. Oui, j'étais en Croatie, en Slovénie, il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas de rejet dans ces pays-là. C'est simplement l'Europe centrale. Je vais vous laisser réagir. Je voudrais simplement qu'on parle de la perception de cette crise migratoire chez les jeunes. Regardez, les étudiants. Notre journaliste Flora Sauvage est allée à leur rencontre à Sciences Po. C'était lors d'un cours dispensé par Nicole Fontaine. Évidemment, vous connaissez, c'est l'ancienne présidente du Parlement européen. Regardez. Ils sont allemands, italiens, espagnols ou français. Tous étudient à Paris en master d'affaires européennes à Sciences Po. Au cœur des discussions ce matin, la crise des réfugiés qui frappe l'Europe. Pendant tout l'été, on a discuté de quotas, pas quotas, quoi faire, quoi pas faire. Et pendant ce temps, certains pays qui, pour des raisons complètement géographiques, reçoivent plus que d'autres, ont croulé pendant que d'autres pays fermaient leurs frontières. Pour l'ancienne présidente du Parlement européen, Nicole Fontaine, l'Europe est à un tournant crucial. Si l'égoïsme renaît, si vous voulez, à ce moment-là, c'est la négation de tout ce qui a été le support de la construction européenne. Face à la crise des réfugiés, ces jeunes Européens regrettent les divisions liées à l'instauration de quotas nationaux. L'Union européenne n'est pas à la hauteur de la crise, mais ni les pays, les États membres. À la veille du sommet européen sur la crise migratoire, Titien dénonce l'accueil qui est fait aux réfugiés. Jusqu'ici, il y a un vrai problème de manque de solidarité, à la fois avec les réfugiés, donc ces gens qui fuient des situations intenables, et avec les pays qui, pour des raisons géographiques, sont les pays qui souffrent le plus. Mais en européenne convaincue, Nicole Fontaine se veut optimiste. Pour elle, l'Europe devrait se renforcer à travers cette épreuve. Jean Monnet disait l'Europe se fera à travers les crises et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises. Et je pense très souvent à Jean Monnet, à cette phrase prémonitoire, et j'espère que l'Europe saura trouver les solutions à cette crise. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, le sommet européen de mercredi est probablement la dernière chance de l'Europe de parvenir à une réponse unie et cohérente face à la plus grave crise migratoire à laquelle elle fait face depuis 1945. Raquel Garrido, vous avez entendu ces jeunes étudiants. C'est important, c'est la nouvelle génération. Pour eux, il n'y a qu'un seul mot à la bouche, l'Europe, elle n'est pas à la hauteur. Quelle que soit leur opinion d'ailleurs, qu'il faut accueillir ou pas, elle n'est pas à la hauteur aujourd'hui. Oui, moi j'ai tendance à penser que c'est quand même le pire argument vis-à-vis des Français. Si on veut changer le regard des Français vis-à-vis des migrants en général, parce qu'on est quand même un pays qui est extrêmement influencé par le poids de l'extrême droite, l'islamophobie, la xénophobie. Si on veut changer le regard en France, le pire argument, c'est de dire regardez l'Allemagne, regardez l'Union européenne, puisque l'Allemagne, je le disais tout à l'heure, mais qui impose la directive détachement qui fait venir les travailleurs de l'Est sur les chantiers de l'Île-de-France, y compris le ministère de la Défense, qui justement... Vous dénoncez un double langage.
langage. Ça, c'est pas l'Allemagne. Faut pas, attention, bien sûr que c'est aussi l'Allemagne. Ceux qui résistent sur la directive sur les travailleurs détachés, c'est la Pologne, c'est ces pays-là. Enfin, faut pas. Excusez-moi, faut quand même dire, faut pas dire des bêtises quand même. Pour la directive détachement qui permet aujourd'hui légalement un vous êtes dumping contre la directive social. Vous êtes contre sur la directive détachement? On va pas faire le débat sur la directive, mais vous dénoncez un double langage. Oui, pareil. Vous allez Même chose répondre, par rapport. On parlait des causes de la guerre et vous le disiez à juste titre, évidemment, que pour trouver une solution à long terme, il faut agir sur les causes. Sauf que tout le monde a bien vu qu'à cause de l'Ukraine et la position allemande sur l'Ukraine, on est brouillé à mort avec la Russie, ce qui empêche. Ça s'arrange. Bon, ça s'arrange, mais tout le monde a vu ça. Alors, ce qui est néanmoins miraculeux, je trouve, c'est qu'il reste en France une vieille tradition d'accueil. Moi, je le vois, il y a des pétitions de Français qui disent « nous voulons accueillir les réfugiés ». Je parle par exemple localement, il y a beaucoup d'initiatives. En Aquitaine, il y a une pétition de La Vague citoyenne, par exemple, qui a accueilli des milliers de signatures. Vous avez des choses qui se mettent en place, des applications où les gens reçoivent les réfugiés chez eux. Il y a un regard bienveillant. Alors, moi, en général, je me réfère pas une vague, il y a un élan de solidarité non plus. La photo d'Aylan Kurdi a visiblement changé les choses. Et puis, on commence à reparler de notre propre histoire, du million de rapatriés d'Algérie qui ont été accueillis en France. Voilà, tout le monde l'a fait. Il y a un débat le qui est demi-million salutaire d'Espagnols. Et non, il y a un regard qui change. Malgré l'Union européenne et cette crise économique qu'elle nous impose, il y a quelque chose d'une tradition française je ne vois de pas du tout d'accord. Et qui doit faire prospérer pour moi. L'Union européenne contre nous. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, le Parlement européen. Ça dépend qui est nous. Si les travailleurs, oui. Oui, d'accord, ok. Le Parlement européen aujourd'hui veut organiser une Europe solidaire autour des migrants. C'est aussi le souhait de la Commission européenne. C'est les États qui, effectivement, soumis à des pressions de leur extrême droite, aujourd'hui, sont plutôt dans des replis. Mais attention, je veux dire, moi, quand je vois, alors je suis assez étonné, cette alliance pour sauver Poutine qui organise la guerre aux frontières de l'Europe. Poutine fait une guerre en Ukraine. Ça s'appelle une guerre annexée. Parle sérieusement. Je parle sérieusement. Sauver Poutine, c'est pas le mot. Ils ont annexé des territoires. C'est votre Mais je position trouve ça totalement dingue de dire aujourd'hui diplomatique qui maintient la situation. On vous entend plus. Donc après, vous direz accueillez tous les réfugiés, mais maintenez bien la guerre de l'autre bout du monde. Moi, je me bats contre le chaos qu'il y a au Proche-Orient, en Méditerranée et tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, faire alliance avec des dictatures et des dictateurs pour essayer de remettre le Sud, je trouve ça totalement absurde. Je voudrais conclure par un tour de table et vous laisser le temps de conclure sur ce sujet. Finalement, dans ce débat vif, animé, passionné, Jean Bizet, par rapport à cet immense défi, c'est un défi des réfugiés et des migrants, mais il n'y a qu'une seule certitude, c'est que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Je crains que ce ne soit pas prêt de s'arrêter. Mais nous avons malgré tout tous les éléments pour faire en sorte de régler humainement ce dossier. Je salue l'accord qui a été conclu, même s'il est imparfait, mais c'est impossible d'avoir un accord parfait en la matière. Donc je salue l'accord des différents ministres de l'Intérieur. Ceci étant, que ce soit Schengen, avec son article 25, qui dit on ferme les frontières 30 jours momentanément, renouvelable éventuellement s'il y a une menace, mais on a tous les ingrédients. Simplement, c'est vrai que reste à trouver le cocktail. Oui, et la France, on n'a jamais réussi l'assimilation de la deuxième génération, si vous voulez, de ces gens, de ces étrangers. C'est pas vrai, mais attendez, mais il reste quelques secondes. Yves Bertoncini, peut-être le mot de la fin, mais vous n'êtes pas d'accord, on l'a entendu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Une fixation sur l'Allemagne, si on devait lui reprocher elle semble leader quand même aujourd'hui. Ça, c'est le défi pour toute l'Europe. C'est effectivement d'être beaucoup plus proactive sur le front diplomatique et militaire, parce que l'Europe subit des crises. Militaire, l'Allemagne subit des crises, oui, y compris en Syrie, qu'elle n'a pas créées, de la même façon qu'elle n'avait pas créé la crise des subprimes, elle venait d'ailleurs. Simplement, elle subit tout cela parce que elle s'adapte à la réalité mondiale, elle n'est pas encore assez unie pour essayer de façonner son voisinage. Avec le recul, on jugera mieux donc le rôle de l'Allemagne et surtout de l'Europe. Merci pour ce débat. On arrive à la fin de ce 22h. Merci à vous de votre fidélité. Tout de suite, c'est l'émission politique Preuve par 3. Et l'invité, c'est Harlem Désir, le secrétaire d'État aux Affaires européennes. On se retrouve demain pour le club d'éditorialistes. Belle et douce soirée en notre compagnie.